Bonjour, ça va, vous m'entendez bien? Bonjour à tous. On se réunit aujourd'hui là pour une petite présentation sur les tableaux de bord. On va essayer d'être assez précis, de vous apporter des solutions. C'est un sujet qui peut être assez vaste, sur lequel on peut se perdre, donc on va essayer de vous donner les pistes pour développer de bons tableaux de bord. Moi, je suis Arnaud Boudet, je suis expert comptable sur un cabinet qui s'appelle Comet Expertise à Rennes. Et on a aussi une société qui s'appelle Comet Data, donc ici, où je suis associé avec Jean-Baptiste qui est développeur et sur lequel on fait de l'analyse de données et des tableaux de bord automatisés, donc un peu plus poussés. Pour nos clients, ça va de la gestion de données via leur ERP. Donc là, on vient se brancher à leur ERP pour y mettre une base de données commune avec la compta, avec le social, avec tout ce que vous voulez. En tout cas, on fait une base de données commune pour qu'on puisse tirer le maximum d'infos de la donnée des entreprises. Donc aujourd'hui, on a un sujet, piloter son activité avec les tableaux de bord pour performer. On va faire une petite intro classique avec la définition des tableaux de bord. Est-ce que vous savez tous ce que c'est qu'un tableau de bord? Est-ce que vous en avez déjà vu? Je pense que oui, 100% l'ont déjà vu. Déjà dans votre voiture, on a un beau tableau de bord. Ça représente bien ce qu'il faut qu'on ait aussi en entreprise. C'est des indicateurs clés. Donc quand vous êtes en voiture, c'est savoir à quelle vitesse vous allez, ça c'est important. S'il vous reste de l'essence pour aller jusqu'au bout. Et puis savoir combien vous consommez pour aller au bout. Donc ça c'est important parce que c'est vraiment l'image qu'on va avoir d'un tableau de bord. C'est quelques indicateurs clés pour vraiment aller au bout de son objectif stratégique qu'on s'est défini au départ. Et donc on le retrouve dans la voiture. L'objectif, c'est d'aller d'un point A à un point B et de savoir si on a assez d'essence et à quelle vitesse on y va. Donc là, vous retrouverez, c'est un peu le fil conducteur de ce qu'on aura dans la conception d'un tableau de bord. Un tableau de bord, c'est un outil d'aide à la décision stratégique. Donc quand on le met en place chez des clients, c'est vraiment pour anticiper des risques. Ça, c'est la première demande que l'on a. Anticiper des risques, prévoir des alertes pour réagir rapidement. Est-ce que j'ai assez de cash aujourd'hui pour investir? Est-ce que je vais avoir des problématiques par rapport à des embauches? Est-ce que je vais pouvoir acheter une société? Et tous ces indicateurs-là, il faut qu'on les ait rapidement et il faut qu'on les ait de manière fiable. C'est avoir une vision globale donc pour prendre les meilleures décisions. Donc là, c'est pareil, on va y revenir, mais un tableau de bord, c'est pas forcément que financier. On va le lier à d'autres sujets qui peuvent être les départements marketing, les départements RH, on en a parlé tout à l'heure, on en reparlera. Mais là, c'est pour prendre des décisions globales. Donc il faut qu'on aille taper la donnée dans tout secteur, pas que le financier. Et puis, c'est un outil qui va permettre aussi de communiquer auprès des équipes. Donc là, c'est important. On va avoir des tableaux de bord stratégiques pour le chef d'entreprise, mais on va aussi avoir des tableaux de bord opérationnels pour les équipes. C'est un moyen aussi de communiquer avec eux, de leur présenter des chiffres qui vont être sur la gestion des équipes, sur leur performance individuelle. Et puis le chef d'entreprise va lui avoir des tableaux de bord un peu plus stratégiques. Et l'importance du pilotage en temps réel, on va y revenir, mais là je vais laisser peut-être la main sur l'intro à Jean-Baptiste pour ça, parce que c'est quelque chose qui est vraiment d'actualité. C'est la big data, c'est l'automatisation, c'est aller chercher la donnée en temps réel. Donc là tu peux peut-être faire une petite présentation de ce que tu fais et de ce qui est l'avenir peut-être des tableaux de bord. Bonjour à tous. Donc moi c'est Jean-Baptiste et je suis donc développeur full stack. Et alors ce qu'on fait sur la partie tableau de bord aujourd'hui, effectivement, il y a une contrainte par rapport au temps réel parce que il y a quand même pas mal d'outils qui aujourd'hui ont des latences ou alors on a des exécutions qui se font toutes les 24 heures, des choses comme ça. Et en fait, quand on est obligé d'attendre 24 heures pour avoir nos données dans notre tableau de bord, aujourd'hui, c'est plus viable. Hein. On n'a plus le temps de faire ce genre de choses. Donc nous, en fait, on développe des ponts, des connexions entre les différents outils pour avoir des tableaux de bord qui, dès que vous mettez à jour les données dans un système X,
ou Y, vous allez pouvoir le récupérer sur votre tableau de bord en quasi instantané. L'objectif, c'est vraiment que vous puissiez avoir une vision en temps réel de ce qui se passe. Si vous étiez par exemple quelqu'un qui a beaucoup de magasins en France, il faudrait que vous puissiez quasiment voir en temps réel ce qui se passe dans les caisses de tous vos magasins et avoir une vision live du cash, des choses comme ça. Donc on ne peut pas attendre 24 heures, on ne peut pas attendre parfois plus. Hein. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on fait sur cette partie-là de comment on tire des fils, des tunnels entre les différents outils et comment on consolide ça sur un tableau de bord agrégé. On y reviendra tout à l'heure, ça sera dans les caractéristiques très importantes du tableau de bord. Il y a la fiabilité de la donnée et il y a effectivement le pilotage rapide, donc avec une donnée qui est actualisée rapidement. Donc il y a une petite phrase de Monsieur Thomson qui nous disait que si vous ne pouvez pas le mesurer, vous ne pouvez pas l'améliorer. Ça c'est vrai, si vous n'avez pas connaissance de comment mesurer la donnée, vous ne pourrez jamais améliorer ce que vous voulez, ce que vous avez prévu de faire. Donc on vous a mis une règle qui est assez importante à retenir sur la conception de vos tableaux de bord si un jour vous voulez en mettre en place. L'idée c'est de ne pas vous perdre, donc quand vous allez le créer, c'est déjà de garder quelque chose d'assez simple. Donc ça doit tenir sur vos premiers tableaux de bord, ça doit tenir sur une page, ça doit vous permettre d'avoir une donnée rapide. Donc là c'est quelque chose de très simple à comprendre. C'est déjà un point qu'on a quand on rencontre nos clients. C'est des tableaux de bord qui sont mis en place souvent trop compliqués, on va s'y perdre, ça va être un océan de données où le dirigeant finalement va retirer que 10% de l'information parce qu'il n'a pas le temps de lire le reste. Donc gardez quelque chose d'assez simple. Et le deuxième point synthétique, c'est en quelques coups d'œil, vous allez en retirer 7-10 indicateurs. Déjà 10 indicateurs, c'est pas mal par rapport à un objectif précis. Donc gardez quelque chose d'assez simple et visuellement on vous donnera des exemples pour que vous ayez vraiment un schéma très synthétique de ce que vous voulez aller chercher. Et synchroniser, on en parlait avec Jean-Baptiste, donc là c'est utiliser les outils aujourd'hui qui sont sur le marché ou développer quelque chose en interne, mais essayer d'avoir quelque chose de synchronisé. C'est notamment le cas avec la Trésor. Maintenant, on peut aller se connecter rapidement à toutes les banques, donc là vous aurez les infos au jour le jour. Et après sur la partie autre que financière, essayez aussi de synchroniser vos données des différents départements pour aller construire des tableaux de bord synchro. Je vous ai mis entre parenthèses parce qu'en fait, le problème de vouloir tout synchroniser, d'avoir rapidement l'info, c'est qu'elle peut être rapidement faussée ou pas fiable parce que pas contrôlée. Donc restez vigilant quand même sur la fiabilité des données récupérées. Alors, les caractéristiques essentielles, on en a quelques-unes. La première question que vous devez vous poser quand on crée un tableau de bord, c'est quel objectif je veux me fixer. Donc c'est en fait où est-ce que je souhaite aller. Est-ce que c'est une croissance de chiffre d'affaires? Si oui, c'est quel est mon niveau que je souhaite atteindre l'année prochaine. Donc ça c'est vraiment un objectif clair qu'on a défini. Je veux atteindre 200 000 euros de chiffre d'affaires, je veux atteindre 2 millions. Ça c'est un objectif clair et pour y arriver, qu'est-ce que je mets en œuvre? Donc définissez-vous 2-3 objectifs, c'est les principaux. Et vous aurez déjà après un tableau de bord pour ces objectifs-là que vous pourrez détailler un peu plus tard. Suite à ces objectifs, on va mettre en place des KPI. Vous avez déjà tous entendu parler de KPI, d'indicateurs de performance. Donc ça, on vous donnera quelques pistes aussi pour créer vos tableaux de bord avec des KPI par métier. Ça, c'est des KPI bien personnalisés. Vous n'allez pas avoir les mêmes KPI si vous êtes dans le bâtiment que pour un coiffeur. C'est logique. Donc là, on va vous donner un peu d'infos pour les KPI un peu plus tard. Une source de données fiable, je redonnerai la main à Jean-Baptiste tout à l'heure pour savoir comment bien la concevoir, récupérer la bonne info, la contrôler. Faites-vous accompagner aussi par des cabinets ou par quelqu'un en interne qui vient vous contrôler l'info qui remonte pour la conception de vos tableaux de bord et qu'elle soit bien centralisée au même endroit. Si vous commencez à faire de l'analyse de données qui vient du marketing, qui vient de la compta, qui vient de votre ERP, mettez-les tous dans une base de données, mais essayez de concevoir quelque chose qui soit utilisé par tout le monde, qui soit adaptable. Donc là, c'est pareil, on a des outils où on peut mettre en œuvre. Maintenant, on a le cloud qui permet de bien synchroniser au même endroit. Outils de visualisation, donc là, vous en avez pas mal sur le marché. Avec le développement de la FinTech, vous avez eu pas mal de logiciels sur le marché qui vous proposent de la data visualisation.
Donc il y en a un qui est très connu, qui est Power BI, qui est dans la version Microsoft. Ça, vous pouvez l'utiliser, c'est pareil. Si vous n'avez pas encore les compétences pour l'utiliser, faites-vous accompagner au départ. Juste pour la mise en place, que vous ayez un outil qui soit quand même visuellement joli, que vous puissiez bien exploiter. Il y en a d'autres. Hein. Vous avez Finthesis qui s'est bien développé sur le marché. Vous venez y mettre des fichiers comptables et ça vous fait une restitution de vos indicateurs. Et la fréquence de mise à jour est évolutive dans le temps. Donc là, c'est pareil. Si vous avez besoin d'une information de votre trésorerie, bah, faites une actualisation journalière ou hebdomadaire. Si vous avez besoin d'une info sur votre chiffre d'affaires ou sur les performances de vos équipes, ça peut être hebdomadaire ou mensuel. En tout cas, fixez-vous des points d'étape pour créer votre tableau de bord. Là, on arrive sur les KPI. Donc, avant de vous donner quelques exemples, on vous a mis une règle qui est à retenir, c'est la règle SMART. La règle SMART, c'est d'abord d'avoir quelque chose de spécifique pour créer un KPI. Donc, c'est de définir précisément vos objectifs, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc là, on va les recentrer. Tout à l'heure, on vous donnera les exemples bâtiment, coiffure, e-commerce et autres. Donc pour bien centrer vos KPI. Mesurable, c'est de pouvoir mettre un indicateur qui est capable de quantifier vos données. Donc là, de la même manière, il faut mettre un indicateur qu'on puisse mesurer. Donc il y a des fois, on retrouve des indicateurs qui nous servent à rien du tout. On ne peut pas le mesurer, c'est pas cohérent. Donc là, enlevez-les, gardez bien des indicateurs qui sont mesurables. Acceptable, je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Acceptable, c'est estimer les étapes nécessaires pour atteindre l'objectif. Donc on verra tout à l'heure l'exemple, mais je me suis donné pour objectif d'atteindre 1 million de chiffre d'affaires. Est-ce que c'est acceptable pour l'entreprise, pour la taille, pour les équipes que l'on a? Oui, non. Si c'est oui, dans ce cas-là, on met des indicateurs en place de suivi de chiffre d'affaires. De la même manière pour vos performances d'équipe, je lui ai donné des objectifs de vente. Est-ce que c'est quand même acceptable pour une seule personne? Oui, non. Si c'est acceptable, on met un indicateur en place pour faire le suivi. Réaliste et pertinent, donc de la même manière, là c'est vraiment pour avoir des indicateurs pertinents. Et sur le temporellement défini, c'est votre chiffre d'affaires, vous voulez l'atteindre sur 12 mois, vous voulez l'atteindre sur 24 mois ou plus. Donc fixez-vous ces règles-là. On vous a mis un petit exemple sur quelque chose de concret. On souhaite atteindre le sommet d'une montagne. Donc là, sur le spécifique, il faut déjà savoir quelle est la distance à parcourir. Sur le mesurable, c'est combien de kilomètres on est capable de faire par jour. Donc là, c'est la performance en fait, de votre entreprise, les capacités qu'elle en a à réaliser ses objectifs. Acceptable, c'est quels sont les points d'étape pour y arriver. Donc là, si on reprend l'exemple de la montagne, c'est est-ce qu'il y a des endroits où je pourrais faire des pauses? Est-ce que le parcours il est faisable pour moi? Réaliste, c'est est-ce que j'ai déjà fait de la randonnée en montagne? Si on se lance dans le e-commerce sans jamais avoir fait de retail ou de e-commerce, est-ce que c'est vraiment pertinent d'aller mesurer des choses où je ne vais pas être performant? Je ne sais pas. Et temporellement défini, c'est quel délai je me fixe pour atteindre le sommet. On vous dit ça parce qu'on rencontre trop souvent quand même de clients quand on conçoit leur tableau de bord où ils ont en tête juste de faire un tableau de bord. Donc ça c'est bien, mais en fait le cahier des charges il n'est pas précis du tout. Donc là on les aide à rédiger un bon cahier des charges. Et c'est ces questions-là qu'on se pose. Donc la première c'est quel objectif je souhaite atteindre. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole, mais on peut donner l'exemple d'un dirigeant là, qui, pour lui, a fait un bon cahier des charges. Tu peux donner l'exemple si tu veux. Ouais, donc on a un client actuellement qui est plutôt dans le secteur du BTP, qui était convaincu d'avoir fait un cahier des charges extrêmement précis et qui a fait appel à un prestataire externe pour mettre en place une solution. Il s'avère que les gens qui sont intervenus n'avaient pas forcément de connaissances ni du métier du BTP, ni de la finance en général. Donc ils se sont vraiment basés sur le cahier des charges. Et finalement, ce n'était pas suffisamment précis pour que le prestataire puisse faire quelque chose qui réponde aux besoins. Ça revenait un petit peu en termes de cahier des charges à rentrer chez un boucher et à dire « je veux de la viande ». Je veux dire « ok, mais j'ai un peu de tout, qu'est-ce que vous voulez très précisément ?»
Donc sans un objectif très clair, ça va être compliqué de servir l'objectif. Et sur un tableau de bord, c'est pratiquement la première question qu'il faut vous poser de à quoi il va servir. Qu'est-ce que c'est que l'objectif de ce truc-là? Si on prend par exemple, mettons qu'on veuille construire un tableau de bord sur les températures qu'il va faire sur la semaine. Je crée un tableau et je me dis, ok, voilà la température qu'il va faire sur les 7 prochains jours, en sachant que je vais rester chez moi. En fait, cette information, elle ne me sert pas à grand-chose. Je l'ai produite, mais en fait, moi, je suis chez moi, la température, elle est régulée par le thermostat. C'est une information que je reçois, mais dont je ne fais rien finalement. Donc elle a relativement peu d'intérêt. Par contre, si je suis amené à sortir, cette information va me permettre de savoir qu'est-ce que je vais devoir porter comme vêtements, comme chaussures, etc., etc. Donc une même donnée peut avoir du sens dans un contexte, mais pas dans un autre. Peut évoluer dans le temps, parce que la première semaine, vous n'allez peut-être pas sortir, la deuxième, oui. Et donc tout ça, en fait, c'est votre cahier des charges. C'est j'ai besoin de savoir la température qu'il va faire tous les mardis sur les 12 prochains mois, parce que je dois pouvoir sortir et aller faire telle tâche. Donc sans ce truc très précis, ça va être compliqué. Mais vous pouvez aussi vous faire accompagner pour une rédaction du cahier des charges ou pour passer en revue celui que vous avez fait, pour vous dire, écoutez, là, en fait, c'est peut-être très clair pour vous quand vous le rédigez, mais nous, quand on le reçoit, on a du mal à comprendre où vous voulez aller. Donc ça, c'est des choses aussi sur lesquelles vous pouvez vous faire accompagner. Mais pour en revenir au dirigeant du coup, qui a fait cette demande-là, ça fait 1 an maintenant qu'il avait qu'une solution, qu'il a payé quand même assez cher et qui en fait est inutilisable parce que ça ne répond pas du tout aux besoins. Et c'est tellement pas utilisable que son outil métier va lui dire, par exemple, vous avez fait un chiffre d'affaires de 7 millions et l'outil qu'ils ont mis en place, en répondant au cahier des charges, annonce des chiffres d'affaires qui sont 10, 20, 30 fois supérieurs. Et donc complètement faux. Et pour tous les créateurs, quand vous voulez mettre en place un tableau de bord de zéro, faites des indicateurs très précis, les devis que vous avez répondu, sur le délai où vous répondez à vos devis, sur le taux de transformation, sur votre chiffre d'affaires réalisé à la semaine. Faites-vous juste des indicateurs très précis, ça vous fait des points d'étape. Et quand vous aurez atteint déjà ces premiers objectifs, là vous pouvez fournir un peu plus le tableau de bord. Mais commencez par des choses très claires, très précises pour vous, et après vous pouvez fournir un peu plus les tableaux de bord, comme on le parlait avec ce client-là, qui lui, il nous a sorti une palette complète, bien dessinée de tout ce qu'il voulait, mais il y en avait beaucoup trop. Il y avait des dizaines de pages avec des infos. On a refait un point avec lui, il allait utiliser que 20% de ce qu'il souhaitait. Donc vraiment aller au plus précis. On vous a mis quelques indicateurs incontournables. Donc d'abord, on va les lister comme ça par secteur d'entreprise, et puis après, on vous donnera par secteur d'activité. Donc vous en avez un premier, on a regardé sur les financiers, un premier qui est le chiffre d'affaires. Donc là, vous pouvez contrôler votre chiffre d'affaires, l'évolution, ça peut être par client. Donc là, avec les outils qu'on a sur le marché, maintenant, vous pouvez avoir quelque chose d'assez global. Votre chiffre d'affaires du mois, vous cliquez dessus, ça vous donne le détail par client. Puis vous cliquez sur le client, ça vous donne le détail par semaine. Puis vous cliquez par semaine, ça vous donne le détail par facture. Mais là, analysez votre top 10 clients, votre top 10 fournisseurs. Enfin, en tout cas, allez dans quelque chose d'assez visuel et précis pour vous. Ça peut être le chiffre d'affaires par axe métier. Je reprends l'exemple du BTP. Je fais du carrelage, je fais de la plâtrerie, je fais de la réno. Combien j'ai fait en carrelage en chiffre d'affaires, combien j'ai fait en plâtrerie. Je suis dans le e-commerce, combien j'ai vendu de brosses à dents, combien j'ai vendu de coton, voilà. Essayez de le faire par métier parce que ça vous permettra de voir si vous avez un métier qui ne fonctionne pas, qui n'atteint pas ses objectifs. Et par zone géographique, ça peut être aussi intéressant de voir où est-ce que vous vendez le mieux, où est-ce que vous vous développez, sur quelle région. La croissance de vente par produit, donc là je vous ai donné l'exemple. Sur les marges brutes et taux de marge, là aussi c'est intéressant à suivre. Vous pouvez décomposer vos marges, donc vous avez une marge qui est assez connue de tout le monde. La marge brute, donc votre chiffre d'affaires moins les achats. Mais vous pouvez après la détailler un petit peu plus, votre marge qui va descendre sur la marge de production. On parle aussi de marge de production hors main-d'œuvre, donc là c'est vraiment vos achats où on ajoute quelques coûts variables de production, mais hors main-d'œuvre.
On peut la redescendre encore un cran au-dessous. On va venir ajouter la main-d'œuvre de production. Donc là, on est sur une marge de production avec main-d'œuvre. Et puis, on peut même appeler de marge nette où on inclut vos remises de fin d'année. Donc là, suivez votre taux de marge aussi. On parle souvent de chiffre d'affaires quand on parle de start-up, quand vous suivez les valorisations des licornes et autres. Alors, le chiffre d'affaires, c'est bien. La rentabilité, c'est mieux. Donc, vraiment, focus sur la marge. Si vous pouvez le suivre dans vos tableaux de bord, c'est aussi important que votre chiffre d'affaires. La trésorerie, on vous donnera quelques visuels aussi. Là, c'est intéressant pour faire votre suivi de cash flow. Donc là, on a 2 points sur la trésorerie importants. Vous faites d'abord un suivi de ce qui est réalisé, comment j'ai encaissé, comment j'ai décaissé, la nature de mes encaissements, la nature de mes décaissements, est-ce que c'est du personnel, est-ce que c'est des fournisseurs, les organismes sociaux. Là, regardez bien comment ça se comporte sur les mois passés. Et vous avez quelques indicateurs qui sont intéressants comme le burn rate. Là, c'est l'ensemble des dépenses sur les mois passés. Ça vous donne une moyenne, combien je dépense en moyenne sur mes fournisseurs, combien je dépense en moyenne sur mon personnel. Ça va quand même vous aider à construire ce qu'on appelle la trésorerie prévisionnelle, de comment ça va se comporter sur les mois prochains. Et vous avez effectivement quelques créateurs ou quelques startups qui parlent de la trésorerie à brûler. En fait, c'est votre trésorerie à aujourd'hui. Comment elle va se comporter et jusqu'à quand je vais tenir pour payer mes dépenses. Donc ça, c'est quelque chose aussi que vous pouvez suivre pour ceux qui lèvent des fonds ou autres. Regardez bien la trésorerie que vous avez aujourd'hui et avec la moyenne de dépenses que vous avez, combien de mois vous allez encore pouvoir tenir. Vous avez la trésorerie prévisionnelle aussi que vous pouvez mettre en œuvre. C'est avec vos créances, enfin en tout cas avec votre chiffre d'affaires que vous avez prévu, avec vos créances que vous avez en cours, donc vos encaissements à venir, ce que vous allez pouvoir dégager en trésorerie par rapport à vos dépenses prévues. Et le BFR qui est un point quand même par rapport aux activités, aux différentes activités. Donc le BFR, c'est un besoin en fonds de roulement. Ça va être généré par votre activité. Donc on a la trésorerie, ça vous l'avez bien compris. C'est facile à suivre. Par contre, votre BFR, ça va être le décalage que vous allez avoir par rapport à vos clients. Ça va être le décalage que vous pouvez avoir par rapport à vos fournisseurs. Un exemple précis, vous êtes une supérette. Vous encaissez le jour même vos clients. Par contre, vous payez vos fournisseurs peut-être à 30 jours. Donc ça, c'est un décalage, c'est un excédent de besoin en fonds de roulement parce que vous encaissez plus vite que ce que vous décaissez. À l'inverse, vous êtes dans le B2B, vous êtes dans le bâtiment, vous encaissez vos clients qu'à 30 jours ou 60 jours ou 90 jours. À l'inverse, vous payez vos salariés rapidement. Donc là, vous avez ce qu'on appelle un besoin en fonds de roulement qui est assez fort parce que vous devez financer votre activité par vous-même. Donc suivez bien ça parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont avoir un bon chiffre d'affaires, qui vont avoir une bonne exploitation, mais des problèmes de trésorerie qui peuvent venir en fait d'un BFR un peu trop fort parce qu'on l'a mal structuré financièrement et qui va générer des problèmes de trésorerie. Et problème de trésorerie peut générer des difficultés de l'entreprise. Donc là, suivez bien aussi votre BFR. C'est des petits indicateurs rapides. C'est le délai de paiement moyen de mes clients, par exemple. Ou mon stock. Et on a des activités qui demandent beaucoup de stock. Là, c'est pareil. Suivez les délais de rotation de votre stock. C'est des indicateurs faciles à mettre en œuvre, mais qui sont importants pour certaines activités. Sur l'opérationnel, on a quelques indicateurs. Donc votre carnet de commandes, ça c'est aussi intéressant pour votre prévisionnel d'activité. Qu'est-ce que vous avez signé, ce qui va sortir les mois prochains. C'est un indicateur intéressant pour planifier aussi vos équipes. J'ai un carnet de commandes signé d'1 million d'euros, j'en ai 600 000 à faire sur les 3 prochains mois et le reste sur les 12 prochains mois. Vous allez peut-être être à court un peu de main-d'œuvre, donc pensez à embaucher. Ça, c'est des indicateurs qui vont vous donner un peu de visibilité sur les mois à venir. Le taux de remplissage, on le verra tout à l'heure, mais ça peut être intéressant pour l'activité des hôtels, restaurants, cafés. Donc ça, vous pouvez l'avoir, ces indicateurs-là, avec vos logiciels de caisse ou vos logiciels métiers. C'est de vous dire, j'ai une table ou j'ai une chambre, j'ai un taux de remplissage à 80%, c'est bien. J'ai un taux de remplissage qui tombe un peu. Est-ce que j'ai un problème de prix? Est-ce que j'ai un problème d'attractivité? Voilà, donc suivez bien ces indicateurs-là aussi. Le taux de satisfaction client. Donc là, de la même manière, essayez d'évaluer un peu la satisfaction que vous en avez de vos clients. C'est aussi par rapport à l'image de marque de votre société. Et les jours d'inventaire en cours, je vous en parlais tout à l'heure, mais c'est ce qui vous reste en stock et combien de temps vous pouvez tenir avec votre stock. Notamment là pour l'exemple du e-commerce, ça peut être bien à suivre. C'est est-ce qu'il faut que je rachète, est-ce qu'il faut que je me refasse du stock par rapport à la période de Noël, par rapport à la période des fêtes et autres. Toujours des indicateurs aussi dans le but de vous construire un tableau de bord et un prévisionnel.
Tu veux rajouter quelque chose ? Les indicateurs sociaux et RH, on en parle beaucoup parce qu'on essaye, nous, vraiment de les inclure dans nos tableaux de bord financiers. Alors, en tant que cabinet comptable, on fait des tableaux de bord financiers beaucoup. On inclut maintenant beaucoup le RH dedans pour un suivi des taux de main-d'œuvre quand on est dans des métiers de service, de bien suivre l'évolution du coût de la main-d'œuvre, de suivre l'évolution de l'effectif, le taux d'absentéisme aussi, beaucoup. Donc, ça, c'est tout plein de données qu'on peut aller extraire des logiciels de paye. Vous avez toute la data vers vous, essayez de la suivre. Sur le turnover aussi, vous pouvez avoir des bons indicateurs et le ratio homme-femme, enfin, tous vos bilans sociaux, ça peut être des bons indicateurs. Et notamment, quand on disait tout à l'heure tableau de bord opérationnel, là pour vos équipes, pour communiquer, ça peut être des choses que vous pouvez mettre en place. Et quelques indicateurs prévisionnels avec donc votre pipeline commercial, des tableaux de bord où on a réussi à faire un budget en début d'année ou en début de mois. Donc là, faites bien votre comparatif réel versus budget. Vous avez pris le temps de faire un budget, prenez le temps de le comparer par rapport à votre réel. De regarder où est-ce que ça pêche, où est-ce que vous avez plus de positifs que prévu. Donc faites bien vos comparatifs réel budget. C'est toujours un exercice difficile de budgétiser, de faire un prévisionnel, mais si vous avez pris le temps de le faire, essayez de le comparer avec votre réel et prenez les bons outils pour le faire. On a quelques exemples à vous donner si vous voulez venir nous voir après, mais c'est des vrais bons indicateurs de pouvoir faire votre comparatif. Les prévisionnels de trésorerie, je vous en ai déjà parlé. Ça va pour tout le monde ? On a mis quelques indicateurs par métier pour vous donner un peu d'exemples. Donc on a pris 4 métiers, on a pris le restaurant, où on vous liste trois types d'indicateurs. Donc le premier qui est un indicateur business, vous pouvez avoir via vos logiciels de caisse, qu'on essaye aussi d'aller connecter nous à la compta ou au reste en fait à votre tableau de bord automatisé. Allez chercher votre chiffre d'affaires par service, par couvert, par produit. Est-ce que mon menu du jour il est au bon prix ? Est-ce qu'il est à combien j'ai vendu de menu du jour par rapport au chiffre d'affaires total de la journée ? Ça, c'est des choses importantes qui peuvent vous dire si un menu a marché, si vous devez faire plus de menus du jour, s'il y a des produits qui ne tournent pas. Voilà, si vous avez des jours qui marchent mieux que d'autres. Il y a aussi la question qui revient souvent, est-ce que je dois rester ouvert 6 jours sur 7 ou 5 jours sur 7 ? C'est des indicateurs de chiffre d'affaires qui peuvent vous aider à prendre la décision. La marge par produit dans les restaurants, donc ma marge sur les aliments, ma marge sur le liquide, à bien suivre. La rentabilité des plats, on a parlé, et le panier moyen. On a des indicateurs trafic avec des taux de rotation des tables, les taux d'occupation des tables, taux de fidélisation des clients. Donc là, mettez en place aussi des choses pour voir les clients récurrents. Tous les logiciels de caisse ne le font pas, mais vous avez quand même des logiciels de caisse maintenant qui permettent d'avoir le suivi de vos clients récurrents. Et sur le RH, eh bien, le coût global de la main-d'œuvre, le taux d'absentéisme. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur les restaurants. C'est des clients qu'on a eu pas mal là, dernièrement sur l'automatisation. Ouais. Du coup, sur les restaurants, effectivement, sur l'automatisation, c'est des choses qu'on a pas mal. Vous allez avoir, si vous êtes restaurateur, peut-être votre comptable qui va vous faire un tableau de bord financier et vous dire votre chiffre d'affaires, c'est ça, votre marge, c'est ça. Le problème, c'est que vous, qui êtes restaurateur, vous n'êtes pas forcément dans la compta. Donc, comment on transpose ça en données opérationnelles ? Ce chiffre d'affaires, c'est combien de plats du jour ? C'est combien en solide, en liquide ? C'est combien sur telle typologie de produit ? Sur tel jour, sur tel horaire ou en terrasse, par exemple, l'été, ou quel secteur du restaurant, etc. Comment on peut aussi mettre en place une gestion et une prévision sur le stock ? Je sais que j'ai vendu beaucoup de plats du jour et donc j'ai plus d'entrecôte. Comment je peux interfacer ça avec mon logiciel de stock pour, en fin de service, non seulement j'ai ma caisse, etc., mais j'ai aussi une pré-proposition de ce que je devrais repasser en commande pour refaire mes frigos. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses à regarder, trop, pour que ce soit gérable avec l'activité. Donc, si vous avez un tableau de bord qui est bien structuré, synthétique et globalement homogène,
avec vos outils, ça va vous faire quand même gagner du temps. On a un secteur qu'on affectionne beaucoup chez Comet Data qui est le BTP parce que c'est un secteur où il y a du contrôle de gestion. Donc là, on a mis quelques indicateurs, chiffre d'affaires par métier, ce qu'on disait tout à l'heure. Vous faites une verticale par métier, savoir quel métier fonctionne, là où je me développe bien. Ça peut être un chiffre d'affaires aussi par secteur. Donc si je fais du marché privé, du marché public, de la rénovation, du neuf. L'écart entre réel versus budget, on en a parlé tout à l'heure, mais j'ai fait tant de devis à un tel montant. Et à la fin du chantier, est-ce que je me suis bien positionné? Est-ce que je suis en Mali, en Boni? Si oui, d'ailleurs, de bien remonter cette info-là à l'étude, à celui qui a fait le devis, pour qu'on puisse se repositionner comme il faut sur les prochains devis. Les taux d'avancement chantier, le suivi des dépenses par nature. Donc ça aussi, c'est intéressant de savoir si on n'a pas débordé sur telle ou telle nature de dépenses. Et les rotations de stock. Il me semblait que j'en avais mis un autre qui peut être le reste à dépenser. Donc c'est quand on a des chantiers un peu à long terme, qui durent 3-4 mois. On avait prévu un taux d'avancement, on est rendu à 70% de l'avancement chantier. Et il nous reste tant à dépenser. Ça va nous donner un indicateur de savoir si sur les 100% à la fin du chantier, on va être bon ou on va avoir trop dépensé. Donc ça, c'est des exercices compliqués puisqu'il faut aller, déjà, il faut avoir la donnée au niveau de l'entreprise. Et une fois qu'on a la donnée, il faut bien la structurer pour que ça remonte chantier par chantier analytiquement pour vous donner la bonne info. Mais ça se construit. Des indicateurs commerciaux avec le nombre de nouveaux clients et ce qu'on disait tout à l'heure, le nombre de chiffrages émis et le taux de conversion. Dans le bâtiment aussi, on a le coût global de la main-d'œuvre, le nombre d'heures travaillées sur vos équipes de production, donc ça c'est important quand on le compare au chiffre d'affaires. Et le taux de turnover. Taux de turnover qui peut être aussi indiqué après dans vos indicateurs opérationnels pour vos équipes. Un bon manager va avoir un peu de turnover, c'est bien pour les équipes aussi de leur rappeler, de leur donner des indicateurs clés et factuels pour qu'ils puissent communiquer auprès des équipes. On a mis quelques indicateurs e-commerce, parce que c'est des indicateurs qui vont être vraiment différents aussi. Le nombre de commandes par canal de vente si vous êtes omnicanal. Sur quel canal je me développe bien, sur quel canal j'arrive bien à vendre. Est-ce que c'est pertinent de le garder par rapport au prix qu'il me coûte. Le best-seller par canal de vente, donc là c'est votre meilleur produit. Le panier moyen et la marge commerciale à suivre. Une marge commerciale qui peut évoluer en fonction des périodes. Vous avez une marge qui peut descendre un peu au moment des fêtes parce que vous faites des offres promotionnelles, mais par contre votre chiffre d'affaires évolue bien et vous restez sur une marge globale en valeur absolue qui est bonne. Le trafic, donc c'est le nombre de visiteurs par canal. Là, de la même manière, est-ce que c'est intéressant que je garde ou pas ce canal? Et la durée moyenne des sessions de connexion d'un visiteur, par exemple. L'acquisition, c'est le coût d'acquisition par canal, ce qu'on disait. Est-ce que ce canal-là, Instagram, me coûte trop cher par rapport à mes ventes et par rapport à la publicité que j'en fais? On arrive donc à la rentabilité par canal. Et on vous a mis quelques indicateurs pour un salon de coiffure, pour vous donner quelques exemples aussi. Le chiffre d'affaires par nature, homme-femme, les coupes, les couleurs. Donc ça, c'est des choses qu'on fait pour des groupes de salons de coiffure qui marchent bien. Là, c'est pareil, on récupère toute l'info que vous avez dans votre logiciel de caisse parce que vous prenez le temps de taper dans votre logiciel de caisse si j'ai fait une coupe homme, si j'ai fait des couleurs. Donc comme la donnée est présente, utilisez-la aussi après pour l'analyser. Le chiffre d'affaires par collaborateur parce que ça peut vous permettre de donner des primes à certains collaborateurs sur du variable. Et le pourcentage de vente par prestation, là c'est pareil, est-ce que j'arrive à vendre des produits, des shampoings et autres au niveau de tous mes collaborateurs? Le pourcentage par prestation, donc ça suivez-le aussi comme il faut. Le taux d'occupation des sièges, le nombre de rendez-vous mensuels, la durée moyenne des prestations, parce que dans les salons de coiffure, on arrive quand même à essayer de se dire... si je divise le chiffre d'affaires par le temps de la prestation, à combien je suis, 1 euro la minute ou autre. Donc ça, on rentre un peu plus dans l'analytique, mais c'est des choses que vous pouvez suivre qui peuvent être intéressantes. Aujourd'hui, on a un marché de la coiffure qui évolue un petit peu. Je donne juste un petit exemple, mais c'est que à l'époque, ce n'était pas le cas. Mais on va avoir un chiffre d'affaires homme qui se développe de plus en plus vite. Donc on a de plus en plus d'hommes à aller chez le coiffeur et surtout beaucoup plus récurrent. Donc on a des salons qui se repositionnent avant qui faisaient beaucoup de femmes.
et qui vont développer le barbier ou l'homme parce qu'en fait, on a un client qui est plus récurrent et sur lequel on va avoir des coupes qui vont être beaucoup plus rapides. Donc en fait, une rentabilité à la minute qui est plus intéressante. Donc ça passe par des tableaux de bord bien conçus pour suivre l'activité. Et puis pareil, de la même manière, en RH, on peut avoir le pourcentage de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires. Je ne vous l'ai pas précisé, mais au tout départ, quand vous faites vos business plans aussi, essayez d'aller avec votre expert comptable ou la CCI ou autre, choper des infos sur le secteur d'activité. Vous faites un business plan là, pour un salon de coiffure. Allez voir les ratios qui sont dans la moyenne de la profession sur votre secteur, sur votre département. Ça vous donnera un indicateur de votre masse salariale, de votre loyer, s'il n'est pas trop cher, si vous êtes dans la moyenne. Et ça permettra aussi après, dans vos tableaux de bord, de regarder si vous êtes bien dans ce que vous aviez projeté. Donc, par exemple, la masse salariale, on sait que dans un salon de coiffure, ça doit représenter 45-50% du chiffre d'affaires. Faites-le quand vous faites votre business plan au début et suivez-le quand vous faites votre tableau de bord après. De la même manière, pour le restaurant, on sait quel taux de marge on doit faire par rapport aux bouteilles de vin, par rapport à l'alimentaire ou par rapport à votre menu du jour. Donc suivez-le aussi après de la même manière. Ça, je vais laisser parler Jean-Baptiste parce que c'est son petit bébé. On vous a mis un exemple de tableau de bord que l'on conçoit avec Power BI. Ouais, donc je suis quand même beaucoup plus expert en tableau de bord qu'en coiffeur, hein, vous vous en doutez. Donc là, en fait, on fait des tableaux de bord sur Power BI, donc on peut customiser, hein, c'est vraiment à la demande, on fait du sur-mesure à chaque fois. Vous avez les indicateurs principaux dont on a parlé, hein, chiffre d'affaires, votre résultat, etc., pour avoir une vision assez rapide de la situation de l'entreprise. Et puis quelques petits indicateurs qui s'allument en vert ou en rouge pour vous donner un état de la situation. L'idée, c'est en première lecture que vous ayez déjà une idée de la santé à l'instant T de votre entreprise. Et puis après, il faut trouver quelque chose donc, qui arrive à se lire relativement facilement. Donc, sur la première partie, vous allez voir un petit peu comment votre chiffre d'affaires évolue dans le temps et se compare à l'année précédente. Donc là, dans ce cas-là, on est globalement dans les mêmes trends que précédemment. Vous allez pouvoir avoir aussi donc, une répartition de votre chiffre d'affaires par typologie d'activité. Savoir un petit peu où est-ce que vous faites le plus de chiffres. Ce que représentent vos charges, comment sont réparties vos charges. Et donc là, dans cet exemple-là, on voit qu'on a énormément de masse salariale, un petit peu de frais généraux. Et en fait, ce que vous ne voyez pas là sur l'écran, mais que vous pouvez faire avec cet outil-là, c'est que ça s'organise un peu comme des poupées russes. Et que si on cliquait sur masse salariale, on pourrait rentrer et, si je suis restaurateur, par exemple, voir le découpage de ce que me coûte la cuisine, de ce que me coûtent les serveurs, etc., pour descendre éventuellement jusqu'à la personne. Et puis ensuite, après, donc vous allez retrouver votre EBE, qui est votre excédent brut d'exploitation. Et enfin, à la fin, c'est je bridge. C'est comment je passe de mon chiffre d'affaires, la brique à gauche, à mon résultat net, qui est la brique tout à droite. Donc en fait, j'ai tout ce qui est coût direct. Donc si je suis un restaurateur, c'est tous mes coûts produits. Ma masse salariale, donc les personnes qui travaillent pour moi. Frais généraux, ça va être tout ce qui va être administratif, loyer, mon expert comptable, etc. Et puis le autre, ça va être les amendes que j'ai prises parce que j'ai roulé trop vite en allant chercher mon steak chez le boucher. Ce que disait Jean-Baptiste, avec ces nouveaux outils sur le marché, quand même, utilisez-les parce qu'en fait, on peut descendre. Quand on est sur le camembert du chiffre d'affaires, vous pouvez cliquer sur... là, on a une activité qui est acier inoxydable qui représente 54%. En cliquant dessus avec ces outils dynamiques, vous allez avoir l'évolution aussi de la courbe du chiffre d'affaires tout en haut. Elle va se centrer sur votre activité acier inoxydable. Donc vous allez avoir tout le tableau de bord qui va s'actualiser par rapport au métier sur lequel vous avez cliqué. De la même manière, là, le chiffre d'affaires à gauche et son évolution par rapport à N-1, la marge brute de la même manière, tout va s'actualiser par rapport à l'endroit où vous avez cliqué. C'est tout l'avantage de Power BI, c'est beaucoup de dynamisme.
Et l'avantage de faire ce que disait Jean-Baptiste, les poupées russes, donc descendre à chaque fois par niveau. Donc derrière ces tableaux de bord, c'est conçu, juste pour vous donner l'information, c'est conçu sur une base de données où on vient prendre la compta, le social, les données du métier si vous avez un logiciel métier, donc ça peut être la caisse, ça peut être votre ERP métier, et ça peut être un logiciel de marketing. On fait des tableaux de bord pour certains sur les réseaux sociaux, donc là on vient se connecter à LinkedIn, à Instagram et autres pour aller piocher la donnée. Un peu moins digeste, mais important tout autant, et nous on aime bien les experts comptables, c'est ce qu'on appelle le compte de résultats mensualisé, ou le PNL si vous l'avez sur quelques tableaux de bord. Donc là on passe du chiffre d'affaires tout en haut, et puis ligne à ligne on descend tous vos achats, avec une information de la marge brute, le pourcentage de marge, et puis après vous descendez dans chaque nature de dépenses pour arriver tout en bas jusqu'au résultat net. Donc ça, on peut très bien le construire sur Excel, ça marche très bien. L'avantage de ces outils-là, de la même manière, c'est que là, on va avoir un détail, on va pouvoir détailler chaque ligne et l'ouvrir pour avoir le détail de la dépense et aller encore plus loin. Ce qu'on arrive à faire, c'est vous cliquez sur une ligne. Quand vous êtes un dirigeant et que vous n'avez pas accès à la comptabilité parce que vous n'avez pas envie d'y avoir accès, vous allez cliquer ici sur la ligne et la facture va s'afficher. Donc vous allez avoir le PDF de la facture qui va s'ouvrir. Et beaucoup plus parlant pour un dirigeant que d'aller dans le logiciel comptable et d'aller chercher la facture. Et là, on vous a mis des exemples de suivi des clients. Donc, on peut avoir un suivi à droite, on voit le top 10 et le top 10 par mois et le top 10 par an. Tout en bas, c'est le détail des créances dues. Donc, c'est ce que vous doivent vos clients. Et tout en haut, on a la répartition du chiffre d'affaires par zone géographique. Donc vous voyez, ça se répartit quand même. On a simplement 4 indicateurs sur le suivi des créances clients, mais c'est des indicateurs qui vous permettent visuellement d'aller très vite. Et après, si vous voulez prendre plus le temps de l'analyser, parce que donc là, on vous a mis l'exemple d'Amazon qui est top 2 sur les clients, vous voulez avoir un peu plus de détails, vous cliquez sur Amazon et vous allez avoir le détail des factures Amazon qui va sortir. Là, c'est un peu plus petit, mais c'est sur le suivi de la trésorerie. Donc, c'est le suivi du cash flow. Tout en haut, vous allez avoir le détail de vos encaissements mois par mois. Donc, c'est des encaissements de chiffre d'affaires, c'est des remboursements de taxes ou d'organismes sociaux, c'est des apports en compte courant de l'associé. Donc, ça, c'est vos types d'encaissement, mois par mois, comment ça se comporte. Et en dessous, c'est vos types de décaissement, de la même manière, savoir comment j'ai décaissé au mois le mois. Est-ce que c'est des paiements de salaire net? Est-ce que c'est des fournisseurs? C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est ce qui va vous permettre ensuite de construire votre cash prévisionnel. À droite, on a mis une petite info qui est la répartition des flux par banque, si jamais vous avez du multibanque. Un graphe qui représente l'évolution de la trésorerie. Et un bridge de la même manière pour passer de la trésorerie de départ jusqu'à la trésorerie de fin. Et un dernier exemple qui est sur le RH. Donc là, de la même manière, on vient collecter la donnée sur le logiciel de paye. Si jamais vous faites de la paye et que votre cabinet ou vous en interne, vous faites des payes, on vient chercher l'info dans votre logiciel de paye. Donc le nombre de salariés avec l'évolution de la marge de la main-d'œuvre, tout en haut. L'évolution de l'effectif. Et en dessous, on va un peu plus dans l'analytique. C'est si vous avez donné des natures à vos employés, donc il y a un employé de production ou un employé administratif de bureau, on leur a donné des axes analytiques. Comme ça, vous pouvez descendre par axe analytique, vous cliquez sur l'axe analytique et vous allez avoir l'évolution des courbes que sur cet axe analytique. Et vous pouvez aussi cliquer pour descendre jusqu'à l'employé. Donc, c'est de suivre l'évolution du brut du salarié sur cette année par rapport à l'année dernière, sur son taux d'absentéisme et sur son taux horaire. Donc là, c'est plus pour conclure, mais la mise en pratique, posez-vous bien les bonnes questions au tout départ, parce que c'est ce qui va enchaîner après la construction de votre tableau de bord. Donc définir ces objectifs stratégiques avec 2 ou 3 objectifs principaux au départ. Donc rappelez-vous, si c'est financier, axez-vous sur le chiffre d'affaires, la marge, mais allez pas forcément trop dans le détail au début.
ce qui va découler sur les indicateurs. Donc une fois que vous avez vos objectifs, vous allez définir les bons indicateurs qui vont en face. Ce que disait Jean-Baptiste, si vous avez pour objectif de rester chez vous, n'allez pas chercher des indicateurs sur la température extérieure. Et après, faites-vous accompagner, ou si vous avez les compétences en interne, en tout cas de bien collecter la donnée, qu'elle soit fiable, qu'elle soit actualisée en temps réel, pour que vous ayez quelque chose de construit qui soit cohérent. Si vous avez un tableau de bord qui s'actualise le mois d'après, alors que vous souhaitiez avoir l'info pour une prise de décision rapide, ça ne va pas forcément être pertinent. Déterminer les seuils d'alerte, c'est parce qu'on peut mettre dans les tableaux de bord aussi quelques seuils d'alerte. Si on prend l'exemple de la Trésor, on peut vous mettre des seuils d'alerte sur un plancher sur lequel il ne faut pas descendre, avec un seuil d'alerte par exemple à 20 000 € de trésorerie. Si je descends en dessous 20 000 € de trésorerie, j'ai une alerte, ça peut être une alerte juste visuelle sur un indicateur rouge, mais ça peut être une alerte un peu plus automatisée sur l'envoi d'un mail, sur l'envoi d'une notification Teams, sur l'évolution de la trésorerie. Je viens de descendre en dessous des 20 000 €, je m'étais mis une alerte. Voilà, c'est assez automatisé. Ça vous permet de prendre des décisions rapidement. C'est un exemple sur la Trésor, mais vous pouvez le faire sur d'autres KPI. Ça, c'est un petit schéma sur la conception de vos données. Donc, on retrouve en haut l'origine des données. Donc, ça peut être des données métiers, ça peut être des données comptables, sociales et marketing, par exemple. Et vous venez les centraliser dans le cloud ou sur votre serveur en interne, pour faire une base de données, une database, sur laquelle vous allez traiter la donnée. Donc là, il y a d'abord un nettoyage qui doit être fait, une transformation de la donnée pour qu'elle soit cohérente, parce que c'est de la donnée qu'on récupère d'environnements qui sont différents, donc avec des colonnes différentes sur ce que vous extrayez du marketing que de la compta. Donc on a des choses sur lesquelles on doit faire un peu de transformation. Et après, une fois que votre base de données elle est bien transformée, bien nettoyée, vous allez la regarder, vous allez demander des infos dessus, mais qui vont être transposées dans le tableau de bord. Je passe l'étude de cas, puisqu'on l'a fait en fait en tout début, c'était l'étude de cas sur quelqu'un du BTP. Et on va finir sur les outils et solutions. Donc on le disait tout à l'heure, Jean-Baptiste, si tu veux, tu peux présenter, mais on a effectivement, on passe d'abord par Excel, qui est le premier outil que vous pouvez utiliser, qui est vraiment l'outil de base. Si vous l'utilisez bien, on a des super tableaux de bord qui sont sur Excel. Oui, alors Excel, c'est effectivement l'outil que vous allez avoir en première intention, parce que c'est le plus accessible, c'est le plus connu. Il va quand même avoir certaines limites à un moment et certains risques comparés à d'autres. Le risque notamment, c'est j'ai pas fait gaffe, j'ai pas enregistré la bonne version, j'ai tapé la mauvaise formule, j'ai mon doigt qui a glissé et j'ai remplacé quelque chose. Ça rend le système un peu pas fragile, mais il faut quand même être extrêmement prudent avec. Et c'est d'autant plus risqué quand vous le partagez avec plusieurs personnes. Qui a la même version, qui est-ce qu'on travaille bien sur la même chose, etc. Pour autant, ça reste quand même l'outil principal. Il y a, je crois, quasiment encore 1 milliard d'utilisateurs sur Excel aujourd'hui dans le monde. Donc c'est quand même largement utilisé. Et c'est un super premier outil pour démarrer. Quand vous voulez passer à l'étape d'après, l'étape d'après, ça va être jouer avec des plus gros jeux de données, parce que Excel a un nombre de lignes qui est limité, l'air de rien. Donc quand vous commencez à faire exploser ces limites, quand vous avez besoin de croiser plein de données entre elles qui viennent de multisources, là, il vaut plutôt s'orienter vers d'autres solutions, qui sont donc Power BI, il y a Tableau, il y a Qlik, il y a Google qui fait des trucs aussi maintenant, qui vont vous permettre de faire de la réconciliation de données multisources avec des jeux de data plus volumineuses. Et après, quand vraiment vous allez dans un truc encore plus loin, vous pouvez passer sur le développement de solutions personnalisées avec des outils qui sont là encore plus performants, plus sécurisés et avec des vitesses de traitement qui sont supérieures. Mais bon, là, on est vraiment dans une autre dimension. Sait-on jamais ? Ça peut arriver. C'est quand vous avez atteint votre premier objectif de chiffre d'affaires, vous vous dites ça y est, je peux passer à l'étape 2. De chiffre d'affaires, peut-être pas de marge, on a dit, hein, le chiffre d'affaires c'est bien, mais on en a eu qui était super content. J'ai fait 20 millions de chiffre d'affaires et en fait mon coût d'acquisition c'est 30 millions. Et du coup, aucun intérêt. Donc attention avec ça, ouais, quand même. Et
il existe pléthore d'outils. La seule difficulté que vous avez aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a plein d'outils spécialisés qui font plein de choses très bien. Le risque, c'est de se retrouver avec une constellation d'outils différents pour ma paye, je vais là, je me connecte à tel truc. Et idéalement, avec des mots de passe différents à chaque fois, ce serait bien, hein, mais je pense qu'il y en a plein qui mettent le même partout. Mais en théorie, vous allez potentiellement avoir plein d'outils différents avec des mots de passe différents pour récupérer des données. Et en fait, après, ce qui va se passer, c'est ce qui se passe dans la très grande majorité des cas. Vous allez extraire des données à droite, à gauche, pour tout ramener dans Excel et refaire votre tableau de bord un peu comme vous voulez, avec le risque d'arriver dans certaines structures sur des services qui passent 90% de leur temps à extraire les données et 10% à en faire quelque chose. Et là, en fait, vous avez un coût de la masse salariale qui est complètement brûlé et c'est catastrophique. Donc, faut l'anticiper parce qu'après, la conduite du changement, les montants à investir sont bien supérieurs. Donc, ces outils-là, c'est bien de se former, de se faire accompagner. Ne le voyez pas non plus forcément comme une dépense. Ne voyez pas que le cash qui sort. Voyez-le comme un investissement parce que ça va sécuriser vos données, ça va vous permettre de gagner du temps plus tard. Donc effectivement, aujourd'hui, on a des cas comme ça. Hein, c'est des gens qui ne veulent pas payer une solution qui est un peu chère, en disant aujourd'hui, investir dans ce truc-là, ça va coûter 50 000. Je préfère payer quelqu'un tous les mois. Quelqu'un tous les mois sur les 3, 4, 5 années à venir, au bout du compte, là où il y avait 50 000 à décaisser une fois, au bout des 5 ans, ça fait beaucoup plus. Donc, raisonnez pas forcément en cash-out, raisonnez en investissement et ce que ça va vous rapporter plus tard. Et du coup, si vous atteignez les limites d'Excel ou que vous voyez que vous avez des besoins supérieurs, ça vaut le coup de se faire accompagner, se faire former et voir un petit peu ce que vous pouvez faire avec des outils plus fiables. Voilà, on a atteint le temps. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que vous voulez échanger? On a pris beaucoup la parole, mais ceux qui ont des questions. Bon, j'espère que ça a été clair. En tout cas, si vous avez besoin d'exemples un peu plus précis, on a l'outil Power BI là-bas qu'on peut vous montrer sur des exemples de tableaux de bord, avec des indicateurs un peu plus précis si vous voulez rentrer dans le détail de l'outil. Merci à tous.